Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode bonus 54, l'ambassade de Priscus. Le diplomate byzantin Priscus, dont l'œuvre ne nous est parvenue que par fragments, a livré un témoignage exceptionnel de son ambassade de 449 auprès d'Attila lui-même, et je le cite. Le lendemain, j'allais dans l'intérieur de la maison d'Attila pour porter des présents à une de ses femmes que l'on appelait Cerca. Dans cette enceinte intérieure, on voyait beaucoup de pavillons, faits en planches élégamment sculptées et jointes. D'autres étaient simplement construites en poutres, bien rabotées et polies, et dans leurs interstices étaient des bois travaillés autour. Les cintres commençaient de la terre même et avaient une bonne proportion. Ambassade de Priscus, été 449. Le fils de Doxie, le vieillissant Théodose II, empereur de Constantinople, décide d'en finir avec Attila, le roi des Huns. Et au sein d'une ambassade officielle qu'il confie à des diplomates de sa cour, incluant le dit Priscus, il insère un Hun renégat qu'il a acheté avec pour mission d'assassiner son ennemi. Une tentative qui va lamentablement échouer pour le coup, comme les autres tentatives violentes ou non, pour calmer les ambitions du roi des nomades durant toute cette décennie. Alors, il est difficile de ne pas être fasciné par cet étrange personnage qu'est Attila. Neveu d'un grand roi des Huns nommé Rouga, Attila hérite du pouvoir avec son frère autour de l'année 434 et devient rapidement un formidable chef de guerre pour ce peuple et ses alliés. Si la grande expansion unique quittant les plaines d'Asie pour l'Europe centrale a déjà été complétée durant les décennies précédentes, Attila, en se débarrassant de son frère comme de tous ses rivaux, va réussir l'exploit d'unifier toutes les tribus orientales sous son autorité et de créer une véritable superpuissance unique. Attila domine donc dès 445 une bonne moitié de l'Europe continentale, en continuant de mener une série de campagnes dévastatrices contre les deux empires romains pour en extorquer sans cesse un maximum de ressources. L'ambassade de Priscus n'est qu'une énième tentative pour contrer les ambitions sans limite du barbare, qui se terminera comme toutes les autres, c'est-à-dire par un nouveau versement d'or par Constantinople pour avoir la paix. Car, assez loin de l'image d'Épinal du sauvage fou furieux et assoiffé de sang, Attila est un leader parfaitement intelligent et rusé, disposant d'une diplomatie et d'administrateurs efficaces pour gérer son immense empire. Attila est en réalité un homme cultivé, et sous une apparence modeste de guerrier frustre qu'il cultive à dessein, il est le produit d'une culture plus raffinée qu'on ne le croit souvent. Les palais en bois décrits par Priscus n'ont évidemment pas survécu au passage du temps, comme ceux des Mérovingiens, mais ils étaient probablement tout aussi admirables que ceux en pierre plus au sud. De même, l'art unique, dérivé des autres cultures d'Asie centrale, notamment en matière d'orfèvrerie, est réputé d'être d'une qualité exceptionnelle. Alors c'est vrai, l'homme n'hésitera jamais à faire preuve de cruauté, que ce soit en massacrant des villes entières ou en crucifiant les traîtres et autres espions. Mais il n'est pas forcément plus odieux que ses contemporains romains sous ce rapport, et la violence est un moyen chez lui, et pas une fin. Attila est un chef particulièrement malin, disposant d'une force redoutable avec ses archers à cheval ultra mobiles que les Romains ne savent pas encore très bien contrer sur un champ de bataille. Mais ce n'est pas un homme invincible non plus, comme le prouve son échec à s'emparer de Constantinople ou les multiples négociations dans lesquelles il se lance, pour essayer d'extorquer sans verser le sang un maximum de richesses de la part des empereurs romains, de manière à payer son armée et de maintenir son pouvoir. Car, à l'image du premier État franc sur le point de naître au VIe siècle,
L'empire très éphémère des Huns est un véritable empire au sens premier du terme. Un État contrôlé par une petite élite militaire, centré sur une zone assez restreinte finalement, située en Hongrie moderne, mais qui pilote un ensemble très vaste et très divers de peuples et d'États soumis en sa périphérie. Plus on s'éloigne du centre, plus les liens sont distendus et plus il est difficile de maintenir la cohésion. L'ensemble ne tient en fait que par le prestige et la richesse du roi, qui doit constamment financer son armée multiculturelle et composite pour conserver son pouvoir. Les Mérovingiens n'agiront d'ailleurs pas différemment, avec un cœur franc de leur pouvoir situé sur la partie nord de la Gaule, une armée puissante à leur service et un ensemble de régions tributaires plus ou moins autonomes et obéissantes selon les moments, allant du Pays basque jusqu'au cœur de l'Allemagne. On a du mal à concevoir désormais un empire fonctionnant de la sorte, avec l'omniprésence du modèle romain dans notre imaginaire, et son système de taxation assez universel, dans chaque partie colonisée de son empire. Mais, si on y regarde bien, le modèle romain est plus l'exception. La norme serait plutôt celle de l'empire unique, avec ses frontières à géométrie variable et ses composantes politiques, ethniques et culturelles ultra diverses. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce modèle unique était détestable et horrible ? En tout cas, pas de racisme chez les Huns. Le multiculturalisme étant la norme. Quant aux populations civiles, c'est franchement difficile à dire. Mais les révoltes successives de Bagaudes en Gaule ou ailleurs prouvent assez bien que le système fiscal confiscatoire mis en place par Rome ne garantissait pas le bonheur de tous ses citoyens non plus. Mais, basé uniquement sur la force militaire et la prédation de ressources qu'il faut constamment arracher à ses voisins par le pillage ou la menace, l'empire unique sera toujours instable, car trop dépendant du facteur militaire, et ne résistera donc pas à la mort de son célèbre leader. Les Mérovingiens, eux, combineront assez intelligemment les bénéfices d'un système dual, gardant une économie de prédation en périphérie, pilotée par son élite guerrière, mais combinée à un système fiscal hérité de l'Empire sur les anciennes terres gallo-romaines. Une combinaison qui leur permettra, entre autres facteurs, de financer leur pouvoir sur plusieurs générations. Mais l'inefficacité économique grandissante de ces deux modèles au fil du temps va finalement entraîner leur chute à eux aussi, avec la naissance de ce qu'on appelle la féodalité, qui va peu à peu tout bouleverser dans ce royaume. Une autre histoire que nous allons explorer, maintenant que l'heure des Francs est sur le point de sonner à la suite de la tempête nommée Attila.